Merci infiniment, Monsieur Couron Philippe. Merci. Vous êtes administrateur de la communication et conseiller technique au ministère des Transports. Merci beaucoup. Comme il l'a dit, la conférence inaugurale verra les mots très indiqués de Monsieur Adik Bailly. Qui est-il? Il est le directeur de la stratégie et de la coordination des transports au ministère des Transports du Royaume du Maroc. Il nous fera un partage d'expériences et les perspectives d'avenir qui sont donc proposées dans le Royaume chérifien. Je vous demande de l'applaudir pendant qu'il arrive, Monsieur Adik Bailly. Il a près d'une vingtaine de minutes pour son partage d'expérience. On l'applaudit jusqu'à ce qu'il arrive, Monsieur Adik Bailly. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui parmi vous dans cette 8e édition du Forum international et Salon africain du transport. Moi, personnellement, je suis vraiment très heureux de revenir une deuxième fois ici à Abidjan pour participer à ce forum. Je me souviens très bien, la première édition était une grande réussite et c'est ce qui m'a encouragé à venir aussi cette année pour continuer le débat, continuer les échanges sur le transport et la mobilité, mais également la logistique en Afrique. Le transport n'a jamais été une fin en soi, c'est un moyen parmi d'autres pour contribuer au développement économique et social des pays. Aux côtés de la formation, bien sûr, aux côtés des mesures pour encourager l'investissement, aux côtés de toutes les actions et les mesures faites par les États pour réaliser cette dynamique économique attendue qui, elle, est le vrai objectif. Aujourd'hui, dans ce panel axé sur le citoyen, je vais essayer d'articuler ma présentation autour de 3 principaux points. S'il vous plaît, la présentation sur l'écran. Voilà. Donc, je disais, aujourd'hui, pour nous, c'est une opportunité de faire on va dire un débat orienté sur le citoyen. Alors, quelles sont les attentes des citoyens, finalement, pour y répondre? Les attentes du citoyen sont très simples. Un citoyen a besoin d'avoir un accès facile à tous les services de base, donc éducation, santé, loisirs, etc. Mais également avoir un accès facile à son emploi, si jamais il en a. Et donc, l'une des priorités aussi, c'est de faire du transport un levier facilitateur d'accès à l'emploi. Et donc, pour répondre à ces besoins vitaux pour le citoyen, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait une économie dynamique, une économie où il y a des opportunités pour que les gens puissent, selon leur qualification, trouver facilement un emploi et pouvoir y aller chaque jour, moyennant des transports abordables, confortables, sécurisés. Et pour cela, nous avons besoin donc de mettre en place ces systèmes de transport qui eux, sont un vrai levier d'accès à l'emploi, d'accès aux autres services de base, tels que l'éducation, la santé, mais aussi pour visiter la famille, pour aller faire des activités, du sport, des loisirs, etc. Et donc, l'objectif, c'est de faire du transport un levier pour le développement économique et non un frein. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, malheureusement, le transport et la mobilité n'est pas vraiment une solution, c'est plus une contrainte. Par exemple, au Maroc, il y a une population qui, pour aller au travail, a besoin de dépenser beaucoup d'argent, ce qui fait
que ça peut aller jusqu'à 20% du revenu des ménages pour aller à son travail. Donc ça pèse lourd sur les revenus, ça pèse lourd aussi sur la qualité de vie, parce que c'est souvent des trajets très longs. Et donc aujourd'hui, on est conscient que le transport et la mobilité, c'est très important pour accompagner toute stratégie de développement économique. Et conscient de ce rôle, donc nous avons essayé un peu d'orienter notre action dans ce sens-là, à l'échelle nationale, mais également à l'échelle du continent. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas tout seul sur le continent. Nous sommes au centre d'une région avec l'Afrique, qui est notre continent, et l'Europe, qui est dans le nord, les Amériques aussi à quelques milliers de kilomètres de l'océan. Et donc, il y a un sujet aussi de faciliter la mobilité et les déplacements entre les pays de toute la région. Et c'est un sujet, ça, c'est un sujet d'intégration régionale. Et donc, c'est très important aussi parce que c'est une opportunité de plus qui permet davantage de renforcer cette dynamique économique via le renforcement des échanges, le renforcement des partenariats. Et donc là, ce sont deux axes très importants de notre action. Donc la facilitation de la mobilité à l'échelle du pays, mais aussi assurer cette intégration régionale, surtout avec l'Afrique, mais aussi avec les pays de la région. Et ça, c'est bien sûr dans le cadre de la mise en œuvre de la vision royale qui aujourd'hui place l'Afrique parmi les plus grandes priorités du royaume. Et donc après cette longue introduction, je vais essayer de rappeler un petit peu quelles sont les principales actions que nous avons menées dans ce sens pour le développement du transport et la logistique comme levier facilitateur des échanges et de la mobilité des personnes. Et la recette, pour vous épargner trop de détails, la recette est assez simple. 1. La libéralisation des transports. On est conscient que l'acteur privé est à même, dans le cadre d'une concurrence transparente, d'offrir un service de meilleure qualité et à bas coût. Donc la libéralisation était l'un des premiers sujets de réforme que nous avons abordés au Maroc depuis l'ascension de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste au trône. C'était justement de s'ouvrir sur le secteur privé et que l'État joue simplement un rôle de régulateur et de garantisseur d'une concurrence transparente entre les différents acteurs privés qui, eux, fournissent le service de transport, parce qu'on est conscient que seule la concurrence est en mesure de faire baisser les prix et faire augmenter la qualité. Et donc, nous avons engagé une série de réformes qui sont toutes axées sur ce sujet de libéralisation, avec la libéralisation des transports routiers de marchandises, transports aériens, transmaritimes, etc. Donc, le premier point à retenir vraiment, c'est la libéralisation, parce que c'est le seul garant d'une meilleure qualité de service et d'un coût plus bas. Deuxième élément de cette recette, c'est l'infrastructure. Donc, il faut absolument qu'on puisse disposer d'une infrastructure moderne à même de supporter les échanges et les déplacements des gens. Mais pour faire ça, c'est un travail à long terme. Si on veut disposer d'une infrastructure moderne, ça prendra 20 à 30 ans, et donc il faut commencer tout de suite. L'idée est de rattraper le retard qui est enregistré au niveau des infrastructures, et ça, je pense, c'est le cas de la plupart des pays d'Afrique. Donc on n'est pas comme l'Europe qui ont des réseaux de transport ultra développés aujourd'hui. Nous avons des retards, et donc il faut rattraper. Et pour rattraper le retard, il ne faut pas perdre une seconde. Il faut commencer tout de suite. Et donc deuxième point de cette recette, donc c'est l'infrastructure. Et pour aller de façon structurée et bien organisée avec des objectifs clairs.
il est nécessaire de faire une bonne planification. C'est dans ce sens que nous avons établi un certain nombre de schémas directeurs allant à moyen et long terme, donc 2030, 2035, 2040. Je parle là du début des années 2000, donc c'est à ce moment-là que ces plans directeurs et ces programmes ont été établis. Et comme c'est des programmes à long terme, donc leur déclinaison se fait par des programmes triennaux, des programmes quinquennaux. Et aujourd'hui, après à peu près 20 à 25 ans d'investissement dans l'infrastructure, dans le cadre, bien sûr, d'un marché de transport qui est libéralisé, nous avons aujourd'hui un réseau d'infrastructures qui est parmi les plus modernes, avec environ 60 000 km de routes, 1800 km ou 2000 km d'autoroutes, plus 2000 autres kilomètres de routes express qui sont comme des autoroutes mais qui sont gratuites. Donc on peut dire qu'on dispose d'à peu près de 4000 km de routes avec des standards autoroutiers. Nous avons 2300 km de chemin de fer, dont 200 km de lignes grande vitesse qui, après 5 ans d'exploitation, affichent des performances juste extraordinaires. Et je m'arrête sur le chemin de fer pour dire qu'en offrant un service de transport de qualité et qui est accessible à tous, on peut créer un changement dans le comportement de déplacement des gens. Cette ligne grande vitesse dont je parle, elle relie Casablanca à Tanger dans le nord du royaume sur une distance d'à peu près 300 km. Entre ces deux villes, il y avait déjà une autoroute qui est extrêmement fréquentée par des véhicules. Et la plupart de ces véhicules, bien sûr, c'est des véhicules individuels. Donc les gens utilisaient leur propre véhicule pour se déplacer. Aujourd'hui, avec cette ligne grande vitesse, eh bien, personne n'utilise plus sa voiture pour aller entre Casablanca et Tanger, parce qu'il y a un service rapide, confortable, qui permet de gagner du temps. Et donc l'autoroute est aujourd'hui pratiquement déserte, à part, bien sûr, les poids lourds qui, eux, ne peuvent pas voyager dans le train. Et donc, ça, c'est un exemple très important qui montre que, par l'action de l'État, qui est bien orientée, bien ciblée, on peut créer un changement dans les habitudes de déplacement des gens pour les rendre plus durables, moins polluants, plus efficaces et moins coûteux. En termes d'infrastructures portuaires, donc nous avons 43 ports, dont 13 qui sont ouverts au commerce international. Et peut-être que le port de Tanger-Med, que tout le monde connaît certainement, est un port qui a pu créer une réelle implication du pays dans le système logistique mondial. Aujourd'hui, c'est un port qui permet de connecter pratiquement toute la planète. Et donc, dès qu'une entreprise marocaine a envie d'exporter sa marchandise dans un autre pays, il y a toujours de la place sur un bateau qui est à Tanger-Med, qui va partir dans cette destination. Donc c'est extrêmement bien pour les échanges, c'est extrêmement bien pour l'import-export, et c'est extrêmement bien comme opportunité économique parce que le transbordement via ce port génère beaucoup de bénéfices. Et je m'arrêterai encore une fois sur ce port-là, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un port avec des quais d'accostage. C'est vrai, c'est un port avec des quais d'accostage, mais qui est un port adossé à une zone logistique et industrielle, laquelle est très bien connectée derrière par le chemin de fer et la route. Derrière aussi, il y a des jeunes qualifiés qui ont envie de travailler, donc plein d'énergie. Il y a aussi des mesures incitatives de l'État. Et donc ce port-là, avec toutes les autres mesures essentiellement incitatives pour l'investissement, mais également sur le côté formation, nous avons pu attirer des industriels internationaux tels que Renault et Peugeot qui sont installés là-bas et qui aujourd'hui, après plusieurs années
exporte plus de 700 000 véhicules vers l'Europe, ce qui fait du Maroc aujourd'hui l'un des plus importants pays dans l'industrie automobile. Et donc on voit bien comment les infrastructures de transport ont permis de développer une branche industrielle qui, elle, offre beaucoup d'opportunités de travail à des jeunes. Et ça, c'est la meilleure action sociale qu'on peut faire aux gens. Donc, c'est de leur offrir un travail pour qu'ils puissent travailler, s'accomplir et gagner leur vie dignement. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Nous avons aussi les aéroports. Nous avons 26 aéroports, dont 19 aéroports internationaux connectés à plus de 150 destinations par le monde. Et ça, c'est important pour le tourisme. Le tourisme constitue plus de 7 à 8% du PIB marocain. Et là encore, le tourisme, c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens, beaucoup de familles vivent du tourisme. Et donc, j'ai beaucoup voulu insister sur l'impact, on va dire, socio-économique de ces infrastructures, en rappelant que ces infrastructures ne permettent pas que aux gens de se déplacer, mais ils permettent de créer de la valeur, de créer des opportunités de travail. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent grâce aux activités industrielles, aux activités économiques qui n'auraient pu se développer que grâce à l'existence de ces infrastructures. Et donc ce qu'on retient de cette partie, tout très simplement, c'est que le transport est un levier de développement économique et social d'un pays. Et la recette, pour faire ça, elle est plus ou moins simple: libéraliser et développer l'infrastructure. Sur la partie transport, après, il ne faut pas oublier qu'il y a la formation. Par exemple, pour travailler dans le tourisme, il faut une certaine qualification, donc des filières de formation dans le tourisme. Pour travailler dans l'industrie automobile, il faut une formation pour les techniciens, ceux dans les domaines de l'électricité, du câblage, etc. Il y a aussi toutes les incitations que fait l'État, par exemple, l'accès à un foncier pas cher. Donc un industriel qui vient, s'il achète le terrain par ses propres moyens, ça va rendre son investissement pas rentable. Donc il pourrait décider de ne pas s'installer là-bas, même s'il y a l'infrastructure de transport. Et donc des mesures telles qu'un accès facile et pas cher au foncier, des mesures fiscales, la formation, ce sont des préalables tout aussi importants que l'infrastructure de transport. Et donc tout ça ensemble fait que le pays devient très attractif aux industriels qui viennent s'installer et qui, eux, offrent des opportunités d'emploi aux gens. Et c'est ça finalement la finalité, donner aux gens l'occasion de travailler et gagner leur vie dignement. Quelques chiffres sur l'évolution du trafic. Donc je vous épargne les chiffres, ça fait beaucoup de chiffres et de virgules, des millions, des tonnes, etc. Donc simplement pour dire qu'il y a eu un saut qui montre que l'objectif à travers ces infrastructures a bien été atteint. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas encore terminé, il faut continuer. Donc le développement, c'est un chemin qui ne se termine jamais. On va continuer à se développer avec, bien sûr, un contexte différent. C'est-à-dire le contexte dans lequel on a démarré n'est pas le même que le contexte d'aujourd'hui. Le citoyen d'il y a 20 ans n'est pas le citoyen d'aujourd'hui. Les aléas d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons un monde qui change très vite. Nous avons un citoyen qui est devenu de plus en plus exigeant. Il sait ce qui se passe partout dans le monde via les réseaux sociaux. Et donc, il sait à quel point la situation dans laquelle il vit n'est pas à la hauteur de ses aspirations. Et donc, il faut tenir tout ça en considération, en plus de tous les enjeux liés à, bien sûr, les changements climatiques, les sujets de sécurité, etc. Et donc, tenir tout ça en considération est nécessaire et reste le sujet du financement. Donc, pour continuer, il va falloir trouver de l'argent. Mais je pense, moi, personnellement, ça, c'est pas
c'est pas une doctrine du ministère, mais c'est quelque chose dont je suis convaincu. L'argent n'est jamais un problème lorsque vous avez un bon projet. Vous avez un bon projet, vous allez trouver les moyens. Ça, c'est clair. Donc, trouvez les bons projets. Je parle de l'infrastructure, bien sûr. Et vous aurez tous les bailleurs de fonds qui vont, eux, venir frapper à votre porte pour dire, s'il vous plaît, on veut financer ce projet-là, on pense qu'il est pertinent. Et ça, c'est une expérience que j'ai personnellement vécue. Et j'ai vu combien des bailleurs de fonds internationaux se sont bousculés pour prendre des parts dans le financement de projets tels que le nouveau port de Nador-Ouest-Med, dans le projet de TGV, dans les projets autoroutiers, etc. Seulement, il faut garder un œil sur le niveau de la dette et pour ça, bien sûr, il y a des sujets de partenariat pour lesquels je peux dire un mot par la suite. Donc, quelle est notre vision pour l'avenir ? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fondements qui ne changent pas. Donc, les orientations royales, et dans les orientations royales, je rappelle la priorité qui est donnée à réussir une véritable intégration régionale avec les pays, nos pays frères et nos pays voisins qui sont les pays de l'Afrique, comme le Maroc. Nous avons un modèle de développement qui fixe une vision claire à un horizon lointain et tous ces éléments d'orientation sont déclinés au niveau du programme gouvernemental en tenant compte des enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également les besoins de l'économie nationale et des citoyens. Et tout ça nous amène à un objectif qui est très clair, c'est de favoriser le développement des chaînes logistiques performantes au service de la compétitivité de l'économie nationale et un système de transport durable à même d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Globalement, ça s'articule autour de 4 points. L'infrastructure, la connectivité. Il ne faut pas oublier les opérateurs parce que c'est eux qui offrent le service. J'ai commencé par dire que la libéralisation était le point de départ pour réformer le secteur. Et donc, libéralisation veut dire opérateur performant. Et enfin, un axe transverse sur la gouvernance. Donc, la façon dont tout le monde s'organise pour mener à bien cette vision. On a identifié pour le secteur du transport et de la logistique 4 enjeux. Donc la mobilité durable, et là on parle du citoyen, donc les voyageurs, qu'ils soient des citoyens marocains ou des citoyens étrangers, des touristes, des visiteurs du Maroc, de tous les pays, donc la mobilité des personnes. Le deuxième enjeu est relatif à la logistique, donc le transport de la marchandise. On ne peut pas traiter les sujets de transport de personnes comme on traite les sujets de transport de marchandises. Ce sont 2 sujets différents, donc c'est pour ça qu'il s'agit de 2 enjeux séparés. Et le troisième enjeu, c'est la gouvernance. S'il n'y a pas une gouvernance efficace, nous avons vu beaucoup de stratégies prendre beaucoup de retard à cause simplement de sujets de gouvernance. Et enfin, un axe de développement interne qui est l'administration. Nous qui gérons tout ça, on a besoin de s'améliorer nous aussi. Si notre travail est d'améliorer le secteur, nous avons nous aussi besoin de s'améliorer pour devenir plus performants, plus innovants, plus agiles, pour pouvoir réussir les challenges que nous avons. Concrètement, sur les sujets de mobilité, donc par rapport aux différents modes de transport, nous avons besoin que le transport routier des personnes devienne plus attractif. Il ne l'est pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nos autocars sont vétustes, parce qu'il y a un sujet de sécurité, il n'y a pas de ceinture de sécurité, je ne parle pas de l'ensemble des parcs, mais il y a une grande partie du parc qui présente ces problèmes. C'est pour ça que ce mode de transport n'est pas attractif. Et on veut qu'il soit attractif. Pourquoi ? Parce qu'un autocar, il peut transporter 60 personnes. Ces 60 personnes, s'ils ne prennent pas l'autocar, ils vont voyager en voiture, et ça nous fait à peu près 30 à 40 voitures qui circulent, qui brûlent du carburant, qui dégradent la route, alors qu'on peut les mettre tous dans un autocar. Et donc, le transport public en commun est un objectif. Et pour le sujet du transport routier, l'amélioration de rendre plus actif le voyage par autocar est notre objectif. Et on fait ça comment ? Via un programme
de modernisation de la flotte avec des incitations très intéressantes dont je parlerai tout à l'heure. Au niveau des grandes mégapoles, donc les grandes villes du Maroc, il y a beaucoup de mobilité, c'est normal autour des grandes villes, toujours. Donc Casablanca, Tanger, Rabat, Marrakech, autour de cette ville, le seul moyen possible qui permet de rendre plus facile et fluidifier les déplacements des gens, c'est le transport ferroviaire. C'est pour ça qu'il y a un grand projet de création d'un nouveau service de proximité par le chemin de fer, type RER à Paris. Et c'est un projet qui a déjà démarré en parallèle avec la ligne grande vitesse, qui est l'extension de la ligne actuelle de Casablanca vers le sud jusqu'à Marrakech. L'aéroport de Casablanca comme hub aérien, donc on a vu comment des pays tels que la Turquie, les Émirats, Singapour, qui ont su tirer profit de leur position géographique naturelle sur les grandes lignes internationales. Et nous pensons que notre position dans le nord de l'Afrique, donc à l'entrée de l'Europe et à l'entrée de l'Afrique et à la croisée des lignes qui vont des Amériques jusqu'en Asie, nous avons une opportunité à saisir pour devenir un connecteur global via le hub de Casablanca. Et enfin, pour le transport maritime, la restructuration de ce secteur avec essentiellement un objectif de créer une flotte maritime. Je vais y arriver tout à l'heure sur quelque chose de vraiment très important qui fait partie de la vision royale pour l'intégration régionale de l'Afrique. Sur la logistique, le sujet est un peu plus simple. Donc, il s'agit de développer des zones de massification de marchandises, donc c'est les zones logistiques. Développer aussi les opérateurs qui gèrent ces opérations logistiques. Et sur le maritime, le développement d'une flotte nationale compétitive forte en faisant rappel à l'appel de Sa Majesté de créer une flotte nationale qui opérerait sur la façade atlantique entre les différents pays, y compris le Maroc, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Les sujets de gouvernance, donc, c'est des sujets de coordination, de réglementation et de régulation. Donc, il y a un travail de recadrage via une charte nationale qui va, elle, fixer des objectifs communs et qui alignerait tous les intervenants sur ces objectifs de façon à assurer une trajectoire sûre vers l'atteinte de nos objectifs. Et donc, j'ai parlé aussi d'une administration performante, innovante et agile, donc, qui sont essentiellement des sujets de digitalisation, d'amélioration de la qualité de service rendue aux citoyens et aux opérateurs, mais également des sujets de développement de compétences de ressources humaines. Et n'oublions pas la coopération. Et aujourd'hui, je considère que notre visite ici, notre participation à ce forum est également s'inscrit dans cet axe de coopération. Concrètement, cette vision, comment se décline en termes de projet? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une logique de massification des transports via le chemin de fer et l'autocar. Concrètement, pour le chemin de fer, donc, il y a l'extension de la ligne grande vitesse jusqu'à Marrakech. Alors aujourd'hui, entre Tanger et Marrakech, c'est une distance d'à peu près 600 km qu'on fait en 6 heures. Avec le TGV, on a la moitié du TGV. On veut construire l'autre moitié. Et une fois achevé, ça va être achevé en 2029, cette durée de trajet de 6 heures va être réduite à 2 heures et 40 minutes, ce qui est extraordinaire. Et vous pouvez imaginer combien cette réduction va encourager les déplacements des gens et donc plus de nuitées d'hôtel, plus de relations, plus de partenariats et donc plus d'activités économiques. Cette ligne grande vitesse va libérer de la place sur le réseau classique et cette libération de capacité, c'est elle qui va permettre de développer ces réseaux RER au niveau des grandes villes. Nous avons un grand projet pour connecter le chemin de fer au port de Noadir-Ouesmed. Et finalement, quand on voit la taille de ce programme d'investissement dans le chemin de fer qui doit se terminer en 2029. Alors pourquoi 2029? Parce qu'en 2030,
il y a l'organisation par le Maroc avec l'Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde 2030. Et donc tous ces projets qui sont aujourd'hui bien démarrés doivent s'achever en 2029. On n'a pas le droit à l'erreur, donc c'est pas comme les autres projets sur lesquels on peut se permettre des petits décalages à cause des contraintes de chantier qui sont normaux. Mais là, il n'y a vraiment pas droit à l'erreur. C'est un engagement international avec toute la planète pour être prêt en 2030. Et pour ça, il faut tout terminer en 2029. Et OK. Et il me dit qu'il vous reste 50 minutes. Je plaisante, seulement 5 minutes. Je vais essayer. D'accord, donc je disais, ce programme de développement très ambitieux en matière de chemin de fer a créé un grand besoin en trains. Les trains qui vont circuler sur ces rails. Et cela justifie justement la taille de ce besoin, justifie la création d'une industrie locale. Et donc, au lieu d'acheter 168 trains, ben on va les construire au Maroc. C'est un chiffre tellement grand qu'on s'est dit que ça peut intéresser un industriel de venir s'installer au Maroc. Et c'est le cas. On a réussi à choisir, on est en train de choisir un industriel avec lequel on va faire un partenariat public-privé pour créer son industrie ferroviaire au Maroc qui va produire les 168 trains dont nous avons besoin, mais également pouvoir exporter ailleurs. C'est une image juste pour illustrer un petit peu le schéma. Donc la ligne jaune, c'est une ligne qui existe déjà jusqu'à Casablanca avec un petit morceau en rouge. Et la ligne qu'on veut continuer, c'est de Casablanca jusqu'à Marrakech avec des investissements très importants. Cela va permettre, comme j'ai dit, de développer des services RER au niveau des métropoles de Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Ça va changer la vie des gens, rendre les opportunités de travail plus accessibles à tous ceux qui habitent en périphérie de ville mais qui travaillent au centre. Ils auront la possibilité de voyager facilement en train de façon sécurisée et accéder à leur travail. Nous avons aussi dans le secteur aéroportuaire, comme j'ai dit tout à l'heure, un méga projet de hub de Casablanca, mais également on a un sujet de capacité sur les autres aéroports. C'est des aéroports qui sont là, qui fonctionnent, mais tellement le trafic aérien avec l'augmentation du tourisme est allé plus vite que prévu, qu'aujourd'hui ces aéroports ont plus ou moins atteint leur niveau de saturisation. Et donc il faut aujourd'hui élargir ces aéroports. C'est un sujet de facilitation de qualité de passage au niveau des aéroports. Donc il y a l'aéroport de Casa, investissement très important. Et le hub tout seul ne suffit pas. Il faut les avions. Et c'est pour ça qu'avec la Royal Air Maroc, nous avons signé un contrat-programme pour quadrupler sa flotte, pour passer de 50 à 200 avions. Donc un hub national, c'est d'abord un aéroport, mais il faut aussi une compagnie forte qui puisse jouer le rôle de ce connecteur. Et j'arrive sur un point très important. Lors du dernier discours de Sa Majesté, il a mis l'accent, donc le discours à l'occasion de la Marche verte, il a mis l'accent sur l'importance de faire de cette zone africaine un lieu de communion. Un lieu de communion, et c'est le terme qu'il a utilisé, c'est un lieu où les gens sont bien, sont prospères, et pour ça, il va falloir de la bonne éducation, des opportunités d'emploi, de l'urbanisme, une qualité de vie. Et ça ne peut être nécessaire que si l'économie le permet, ce qui donnerait à tout le monde une opportunité de réussir cet objectif. Et pour ça, il a parlé, Sa Majesté, d'infrastructures qui soient modernes. Il a même offert l'usage de ces infrastructures à ces pays-là qui sont autour. Mais également, il a invité à réfléchir à la création d'une flotte nationale forte et compétitive qui vient aussi aujourd'hui répondre aux vrais besoins de l'Afrique.
L'Afrique aujourd'hui dépend des armateurs internationaux. On est obligé de suivre les réseaux qui les arrangent. Et donc aujourd'hui, on a besoin de disposer d'une flotte qui puisse, en plus bien sûr de ces grands liners, qui puisse répondre à nos besoins spécifiques, nous pays africains, qui nous avons des circuits d'échange qui sont spécifiques, qui ne sont pas forcément tenus en considération, peut-être vu leur volume, qui ne sont pas forcément tenus en considération par ces grands liners. Et donc c'est une réflexion que nous sommes en train de mener, que nous sommes sur le point d'achever. Et on verra bien comment cette flotte nationale pourrait naître, grandir, se développer, jusqu'à devenir peut-être le principal connecteur maritime entre les différents pays de la façade atlantique. Marhaba, c'est une opération très spéciale, mais qui rentre aussi dans le sujet du maritime. Et je termine par la logistique et le transport. J'ai parlé tout à l'heure de plateforme logistique, donc nous avons un programme prioritaire. Le programme de renouvellement des bus Safe Autocar. L'État, à travers des subventions très importantes, soutient les opérateurs de transport routier qui veulent renouveler leurs autocars avec des montants très importants. Ça permet à l'entreprise de transport d'acheter un nouvel autocar avec des exigences qu'on impose, avec du Wi-Fi à bord, des ceintures de sécurité, de la clim, mais également des dispositifs d'aide à la conduite qui rendent cet autocar plus sûr. Et avec ça, nous pensons que les gens préféreront plus utiliser l'autocar pour leur voyage interville lorsque le train n'existe pas. Avec ça, il faut bien sûr de la formation des conducteurs et un sujet spécial sur Marhaba. Je pense que j'ai fait le tour. Peut-être une petite conclusion pour dire il y a un avantage que nous avons, nous les pays africains, c'est simplement le fait qu'on est tous sur le même continent. Et donc il y a un avantage géographique, cette proximité. Il y a aussi la richesse des pays africains, chacun a sa richesse. Et malgré ça, il y a une population jeune, nombreuse. Donc nous avons tous les ingrédients de développement. Et les continents, les autres continents, je cite les États-Unis, je cite l'Europe, qui avaient ces mêmes avantages, ils ont pu en faire de vrais exemples de réussite économique à travers leur travail ensemble. Donc aujourd'hui, nous, on doit travailler ensemble pour mettre nos avantages ensemble et essayer de tirer le maximum de profit pour nos pays, pour nos populations, pour une meilleure vie pour les citoyens, qui soit de meilleure qualité, plus de sécurité, plus d'accès aux services. Et je vous remercie.